Donc, je suis Daphné Cucumel de Polivia. Je travaille au sein du pôle performance industrielle et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir sur un webinaire avec Neofab, notre partenaire, et Alstom pour parler de l'impression 3D haute température et haute performance de façon générale. Alors, notre pôle performance industrielle au sein de Polivia est dédié à 3 expertises. Donc, on a tout d'abord une expertise sur les matériaux, ensuite une expertise process et fabrication additive. D'ailleurs, la fabrication additive, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, puisqu'on a pour vocation de sensibiliser, d'accompagner sur du choix matière, sur du choix aussi d'équipement, et de faire des diagnostics pour des applications potentielles. Et enfin, on a une troisième expertise, un peu plus récente, mais qui a pris un gros élan aussi, c'est l'expertise qualité et amélioration continue. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de table des intervenants. Ensuite, on va parler de la fabrication additive au sein d'Alstom, de la solution d'impression 3D 3D Gens. On illustrera avec quelques retours d'expérience d'Alstom et des réalisations avec des cas concrets d'application. Puis on passera sur un temps de questions-réponses. Donc, concernant le temps de questions-réponses, pour en fait qu'on puisse répondre à vos questions en direct à la fin du webinaire, n'hésitez pas à réagir. Vous avez un chat en fait qui est dédié, généralement qui est sur la droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à réagir tout au long de la présentation. Nous, on va bien prendre en compte ces questions et puis on les traitera à la fin du webinaire. J'anticipe aussi une question qu'on a souvent, c'est la question du replay. Donc ce webinaire va être disponible et accessible en replay sur notre site ainsi que sur le site de Neofab. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, on vous partagera le lien, mais n'hésitez pas à nous le redemander si jamais vous ne l'avez pas reçu. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Bastien Debeau de Neofab, notre partenaire industriel. Donc Bastien, si tu veux te présenter en quelques mots. Bien, bonjour à tous, moi je suis Bastien Debeau, je suis l'ingénieur application de Neofab, donc la business unit industrielle du groupe Ava 3D au Mans. Super. Ensuite, au sein d'Alstom, donc on a 3 personnes aujourd'hui qui vont nous partager leur retour d'expérience. Donc tout d'abord, Pierre Solomalala. Pierre, si tu veux te présenter également. Bonjour à tous, je suis ingénieur R&D chez Alstom depuis maintenant 22 ans et je m'occupe de l'animation du hub d'impression 3D de technologie additive du site de Tarbes. Merci Pierre. Donc on a aussi parmi nous Damien Gonzalez. Damien, je te laisse nous dire quelques mots. Bonjour, Damien Gonzalez, donc responsable méthode à Tarbes. Chez Alstom depuis environ 15 ans, dans l'équipe 3D Print avec Pierre depuis 2018 et je m'occupe plus particulièrement de la partie industrielle. Parfait. Et puis donc Aurélien Fussel. Donc Aurélien, je vais te laisser te présenter et puis poursuivre aussi sur la présentation, vu que c'est toi qui vas enchaîner directement. Bonjour à tous. En tout cas, on est très content d'être tous autour du micro pour cet événement. Merci en tout cas de nous donner cette tribune tous ensemble, que ce soit Polivia, Neofab et aussi 3D Gens, qui est un partenaire, du moins un fabricant polonais de machines depuis plusieurs années avec lequel on travaille. Donc oui, donc je suis Aurélien Fussel, je m'occupe du programme de fabrication additive pour le groupe qui a été mis en place fin 2016. Et je suis, je veux dire, j'ai l'honneur on va dire, d'animer une équipe de passionnés dont Pierre et Damien font partie, avec dans le groupe Alstom. Donc on est avant tout bien sûr fabricant de trains. On est en train d'implémenter de plus en plus la fabrication additive dans nos process, sachant que la feuille de route qu'on a aujourd'hui, elle est principalement de monter des pièces de série et des spare parts dans nos produits. Voilà. Donc effectivement, je prends la main sur la présentation. Je vais vous montrer, vous expliquer rapidement slide suivante. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, la mission que l'on a sur, les épaules, qui a commencé fin 2016,
Au-delà de trouver, on va dire, l'approche, les produits qui correspondent à nos attentes, c'était avant tout une grande question. C'est par où on commence? Comment on fait pour que l'on puisse imprimer des pièces dans un groupe comme Alstom? En fait, il faut toujours partir de développer les trois piliers hein, que vous connaissez pour la plupart, qui sont la connaissance des matériaux, très importante, puisque si les matériaux ne sont pas compatibles avec les normes de notre industrie, ça va être difficile de convaincre nos clients. Le second, c'est la maîtrise du process. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a près d'une dizaine de technologies. On sait que quand on a commencé le programme, la technologie qui était la plus facile à développer, c'était le dépôt de fil fondu. Donc important de connaître les paramètres, les vitesses. Et le troisième pilier qui est les règles qui sont les règles de design et sur lesquelles il est très important en tout cas de former et informer les gens. Et à partir du moment où on maîtrise les trois piliers, donc les matériaux, le process et le design, on est capable de proposer des pièces que l'on qualifie ou que l'on certifie pour mettre dans nos produits, dans nos différents composants. Ensuite, c'est important effectivement d'avoir pour pouvoir, on va dire, embarquer le maximum de personnes et de projets dans la fabrication additive, d'avoir une vision. Mais ce que je vous disais aussi en introduction, ce qui est le plus important, au-delà des machines, c'est aussi d'avoir des ressources passionnées. Et aujourd'hui, donc depuis le début du programme, si on fait un petit peu un bilan, on a la chance d'avoir un peu plus de 20 sites équipés comme d'une imprimante 3D, FDM, sachant que des sites comme, on va dire, alors La Rochelle, ils en ont 5, Barcelone, ils en ont une dizaine, et bien sûr Tarbes, que l'on va découvrir, en a quelques-unes, et qui délivrent, on va dire, en permanence, qui tournent H24 pour délivrer les pièces pour les différents clients internes et externes. Ensuite, ce qui est important, c'est savoir aujourd'hui où est-ce qu'on positionne la fabrication additive. En fait, elle trouve sa place hyper, on va dire, naturellement, dans le sens où vous voyez que de toute façon, la fabrication additive est et sera dans le dépôt du futur. Donc le dépôt, c'est là où on fait la maintenance des trains, que ce soit quotidienne ou pour des maintenances globales. Et elle a une complémentarité aussi, comme vous pouvez voir sur le slide, avec le scanning, puisqu'on a certaines pièces qui sont obsolescentes et que l'on va scanner pour pouvoir après les imprimer. Voilà, donc c'est vraiment très important de voir, on va dire, la place évidente qu'a cette techno-là, en tout cas pour Ferroviaire chez nous. Aujourd'hui, comment on est organisé? Donc, comme je vous disais, je m'occupe en centrale. Donc, moi, je suis localisé sur le site de Saint-Ouen à Paris, au siège. On travaille, on a deux axes forts qui sont embarqués des fournisseurs qui sont capables d'être qualifiés au niveau qualité et coût les acheteurs. Et on a aussi tous les audits qui sont suivis en centrale pour pouvoir être sûr que on arrive à délivrer des pièces imprimées 3D qui répondent au plan et aux spécifications. Et après, on a décidé de mettre en place une organisation avec donc plusieurs dizaines donc, de spécialistes et experts autour du globe, et avec aujourd'hui 5 hubs qui sont actifs, donc des 3D Printing Hubs. On en a un qui est à San Bruno au Canada, Hennigsdorf et Salzgitter en Allemagne, Barcelone en Espagne. Et ce que je vous propose aujourd'hui, avec la présence de Pierre et Damien, c'est de faire un focus sur le hub de Tarbes, qui est localisé, comme vous le savez, près des Pyrénées, dans le sud de la France, et où se trouvent des machines. Au-delà d'imprimer des outillages, le but de cette communication ensemble, c'est de vous montrer qu'on est capable de maîtriser des matériaux haute performance qui tiennent à plusieurs centaines de degrés. Mais je vais pas faire toute la présentation, je vais donner la main à Bastien. Et donc pour illustrer le partenariat et le travail qu'on a eu en commun avec l'équipe de NeoFab,
C'était on souhaitait un accompagnement global, on va dire, comme je disais, sur les trois piliers, hein, les matériaux, les machines et les règles de design. Et vous allez voir que les résultats sont très intéressants et nous espérons en tout cas qu'on va vous impressionner avec impressionner 3D avec ces quelques slides. Damien, je te donne le micro. Bien, merci Aurélien. Encore une fois, bonjour à tous et merci d'être présents sur ce webinaire. Donc moi, je vais rappeler principalement NeoFab et donc du coup nous la solution 3D Gens. Donc, nous NeoFab, on propose la solution 3D Gens puisque c'est une machine qui est à tendance en fait polyvalente, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir, comme vous voyez sur le graphique de droite, des divers matériaux. Donc on peut aller du PLA jusqu'à l'Ultem, le 90-85 de chez Sapic, en passant par le PIC et tous les autres matériaux de température. Elle est connue, cette machine, pour avoir une vitesse d'impression plutôt intéressante, donc sur certains matériaux, comme par exemple ici le PLA, où on peut faire du prototypage jusqu'à 400 mm/s. Donc ça nous permet en fait de prototyper la pièce très rapidement. Et ensuite, grâce à la solution 3D Gens et ses modules interchangeables, on va donc pouvoir changer les modules d'impression. Donc comme vous voyez ici, les modules d'impression, et donc adapter chaque module en fonction du matériau utilisé. Donc on prototype avec le matériau convenu et ensuite on peut faire la pièce finale avec le matériau qu'on choisit, donc l'Ultem, le PIC, etc. Donc comme je disais, elle a une large gamme de matériaux, mais elle a surtout un gros avantage, c'est d'avoir le support soluble. Alors le support soluble est compatible sur une très grande partie des matériaux de chez 3D Gens, donc notamment les matériaux de température. Donc ça me permet de vous introduire en avant-première un print que j'ai lancé la semaine dernière, donc avec le nouveau matériau PIC Aéro, donc certifié Aéro, qui permet de se rendre compte un peu le volume d'impression de la pièce. Donc, pour rappel, qui est de 380 par 380 sur 420 de haut pour la 3D Gens F420. Donc voilà pour les matériaux. Au niveau des particularités, elle a une reconnaissance automatique des bobines. Donc c'est une puce NFC qui se trouve sur la bobine. Donc quand elle est neuve, elle communique à 100%. On l'intègre dans la machine. La machine reconnaît automatiquement le matériau qu'on insère. Donc il va y avoir des compatibilités entre chaque module. Et elle va surtout pouvoir communiquer entre la machine et la bobine de façon à savoir quelle quantité il reste devant la bobine, quel matériau est en train d'être extrudé et si oui, avec la possibilité de pouvoir faire un changement automatique de bobine en cours d'impression, ce qui vous permet d'aller à 100% de vos bobines. Donc, par exemple, une bobine de PIC, où on connaît tous un peu le prix du PIC, qui est un matériau très cher mais très performant. Donc, on peut vraiment aller à 100% des matériaux puisqu'elle viendra changer en cours d'impression. Et donc, il n'y aura aucun défaut d'impression sur votre pièce. Autre particularité, on a le 3D Gens Cloud, donc on a le pilotage à distance, donc ça peut être désactivable ou activable pour certaines sociétés qui ont la confidentialité. Ça peut être désactivé, mais c'est une particularité qui permet surtout de surveiller vos machines à distance, que ce soit en termes de maintenance, de surveillance d'impression, de planification, donc au niveau des méthodes pour savoir quand est-ce que la machine va pouvoir être utilisée, si oui, par quel opérateur. On peut y affecter également des droits d'impression. Certaines personnes auront accès à la maintenance et d'autres pas. Et voilà, c'est surtout piloter en fait tout l'écosystème de Markforged, de 3D Gens, pardon. Au niveau du système de filtration avancé, on a un système en option qui peut être pris sur cette machine qui permet d'avoir en fait un filtre avancé en charbon actif qui permet de filtrer toutes les particules qui pourraient être émises lors de l'impression. Et on a également en solution annexe, qu'on verra avec Damien et Pierre, puisqu'ils l'ont choisi, le système de bac de dissolution de support et de four de cuisson. Alors, je vais m'expliquer un petit peu ce que c'est que cette solution. Alors, je vais reprendre la main. Si la personne qui a la main peut me la laisser. Tac, merci. Alors, donc là, je prends un exemple. Donc, c'est un prototypage de bouchon en PIC, donc choisi avec le module M500, comme vous voyez en dessous, avec une hauteur de couche de 150 microns et un remplissage de 70%. Donc, on a, donc je les ai en main, on a la pièce donc, qui est imprimée avec un radeau en ESM10, donc c'est le fameux matériau soluble qui viendra après l'impression être dissous, ou alors tout simplement enlever à la main, puisque souvent de fois on peut enlever le matériau à la main.
Et après, on vient le passer dans dans le four de cuisson qui permet de cuire le matériau et avoir les propriétés mécaniques qu'on attend du pic. Donc la cuisson, c'est un paramétrage prédéfini. Donc on a une montée en température, une stabilisation et puis une descente qui est prédéfinie et qui permet d'avoir la pièce et le prototype terminé comme on le voit à la caméra. Donc le SM10, donc c'est un matériau qui va être dissous dans leur bac de dissolution. Donc il faudra y avoir le solvant nécessaire et le bac de dissolution puisqu'il faut que ce soit chauffé à 70 degrés pour dissoudre le support. Au niveau des questions de dissolution, on va avoir pour une pièce plutôt simple entre 2 et 3 heures de dissolution. Et pour des pièces très compliquées avec des conduits de ce type, donc avec des conduits qui vont être très compliqués à l'intérieur, là on va avoir un temps de dissolution qui peut aller jusqu'à 8 à 12 heures de dissolution suivant la complexité de dissolution des supports et la complexité de votre pièce. Voilà. Alors, je vais repasser à la suite. Tac. Alors, j'ai eu la chance le 13 octobre 2020 d'installer la solution F420 chez Alstom, donc Tarbes. Donc on a fait ils ont choisi la solution complète, donc la F420 que vous voyez dans notre dos, le bac de solution derrière donc Damien et le four de cuisson sur la gauche. Donc on a fait une revue complète des matériaux disponibles sur la gamme 3D Gens, qui est de plus en plus étoffée puisque aujourd'hui maintenant on peut avoir le matériau PIC Carbon Fiber et le PIC Aéro, par exemple, qui n'était pas là il y a maintenant 1 an. On a fait une revue des matériaux, on a fait une caractérisation des matériaux suivant leurs besoins, parce que comme disait Aurélien tout à l'heure, il y a l'impression et le process, mais c'est surtout la certification des matériaux en vue de monter les pièces, donc notamment pour Alstom sur train, et de faire des outillages qui vous seront présentés par Damien tout à l'heure. Donc on a fait une formation avancée des utilisateurs, donc le slicing, c'est tout ce qui va être l'objet 3D transformé sur le slicer pour paramétrer la machine de façon à rendre la pièce imprimable. Donc on a procédé à plusieurs impressions sur ce module puisqu'ils ont choisi les 3 modules d'impression. Donc pour rappel, on a le module M280 qui se retrouve comme ça. On a le module M360 et le module M500. Donc chaque terminologie de numéro correspond à la température maximale d'impression. Donc pour le M500, on a des matériaux qui peuvent s'extruder jusqu'à 500 degrés. Ensuite, on a la dissolution du support, donc derrière Damien. Donc c'est le bac de dissolution que vous voyez, donc qui comprend le volume d'impression total de la machine et la cuisson des pièces sur la gauche. Comme disait Aurélien tout à l'heure, il y a eu un accompagnement qui a été réalisé par mes soins au niveau du conseil sur le Digital for Additive Manufacturing. C'est tout ce qui va être orientation d'impression 3D, tout ce qui va être réduction des masses, optimisation des supports en vue de gagner du temps et surtout effectivement de l'argent et certifier les matériaux. Ensuite, on a eu la caractérisation des matériaux qui va être présentée par Damien et Pierre. Donc, je vais laisser la main à Damien sur la présentation. Voilà. Merci Bastien. Donc pourquoi on s'est orienté vers une solution 3D Gens F420 sur le site de Tarbes? Donc une solution complète, hein, comme vous l'a dit Bastien, donc avec l'imprimante, le bac de dissolution et le four. Donc comme vous l'a dit Bastien, donc c'est pour sa polyvalence dans les matériaux et aussi pour la solution de support soluble. Donc, petits matériaux par le biais de différents modules. Donc, les modules, ce sont les têtes d'impression. Donc, le module M220, donc avec une température maximum de 280 degrés, qui nous permet de réaliser des matériaux basiques comme le PLA, l'ABS ou l'ASA. Le module M360 avec une température maximum de 360 degrés, donc qui nous permet de réaliser des polycarbonates, de l'ULTEM, et aussi du Tolus, qui est un polycarbonate. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Un module M500, qui lui est fait vraiment pour les matériaux de très haute température, donc une température maximum de 500 degrés, pour faire des pics ou des PEKK, des PEC. Donc, quelques exemples de réalisation que l'on peut faire sur Tarbes. Donc, nous utilisons l'impression 3D aujourd'hui sur Tarbes pour différentes applications, alors notamment pour l'outillage. Donc, sur la gauche, vous pouvez voir
un outillage qui a été réalisé sur la F420, donc qui sont des morts sur une pince pour pouvoir maintenir des connecteurs de câbles électriques. Aujourd'hui, ces connecteurs étaient compliqués à maintenir à la main pour pouvoir venir faire le cossage des câbles. Donc, on a réalisé avec une pince classique crocodile, on a réalisé des morts pour venir bloquer le connecteur. Mais on ne fait pas que de l'outillage, on réalise aussi des spare parts. Donc, dans le cas d'application que vous avez à droite, c'est sur une de nos coffres de traction, une pièce qui était manquante du fournisseur, qui servait à tenir des micro-disjoncteurs sur la porte, nous bloquait la chaîne de fabrication. Donc on avait 11 personnes qui étaient bloquées sans pouvoir continuer à fabriquer. Donc j'imagine que c'est déjà arrivé chez de nombreuses personnes. À savoir qu'une chaîne de fabrication qui est bloquée coûte énormément cher, énormément d'argent. Donc, pour pallier à ce problème, nous avons réalisé donc des petites plaques qui servent à tenir les micro-disjoncteurs et qui a pu débloquer la situation. Donc, on a pu continuer à produire et en fin de production remplacer les plaques imprimées par les vraies plaques reçues par le fournisseur. Donc d'autres réalisations donc sur de l'outillage, l'outillage que vous avez à gauche qui est un support de vase d'expansion. Donc cet outillage a été réalisé pour une pièce assez complexe qui était ovale. Donc la pièce a été réalisée et designée pour l'impression 3D. Donc cette pièce est quasiment impossible à réaliser en usinage ou alors c'est très compliqué, surtout en termes de coût. Donc si on avait dû réaliser cette pièce-là en usinage, ça aurait coûté énormément cher. Là, on est parti sur une solution ABS, donc très peu coûteuse. Une bobine d'ABS, c'est environ 30 € les 750 grammes. Ici, la pièce fait 1200 grammes, donc on est passé sur plusieurs bobines. Donc c'est le programme de remplaçage de bobines automatique de la F420 nous a aidé pour ce genre de pièces qui sont assez volumineuses. Et la vitesse aussi de réalisation de l'ABS est très intéressante pour gagner un temps. Donc c'est une pièce qui met une vingtaine d'heures à être réalisée. Donc on peut imaginer la solution en journée, l'imprimer la nuit et avoir quasiment la pièce le lendemain. Donc on réalise également du prototypage et de la pièce ferroviaire, comme l'a dit Aurélien en amont. Donc comme vous pouvez le voir à droite, des pièces réalisées en pic sur un starter de moteur. Donc on réalise également des outillages haute température. Donc dans ce cas d'application à gauche, c'est une pièce qui fait une trentaine de centimètres de long, qui doit passer en étuve à 180 degrés plusieurs fois par semaine. Cette pièce a été réalisée en pic, elle a été imprimée amorphe, et au fur et à mesure qu'elle passe donc plusieurs fois par semaine dans l'étuve, elle polymérise à mesure qu'elle passe dans l'étuve. Donc cette pièce est utilisée depuis environ 6 mois sur l'application et elle n'a pas bougé depuis. Donc le pic, donc elle tient à 180 degrés à chaque étuve plusieurs fois par semaine. Sur la droite, vous pouvez voir une application ferroviaire, donc une pièce qui a été montée directement sur train. Cette application est en tolus. Alors le tolus est un matériau qui a été développé par Alstom et Kimia. C'est un polycarbonate qui est feu fumé. Le feu fumé, c'est un des critères, un des requis pour les pièces ferroviaires. On reviendra un peu plus tard sur cette pièce-là. Pierre nous présentera un peu plus en détail.
d'être là. Oui, Pierre, c'est à toi. Excusez-moi, non, un petit moment de latence, excusez-moi, vous dire bonjour et merci d'être là tous autour de ce webinaire. Et je continuerai sur les matériaux haute température. On va dire ici, on va se retrouver avec une pièce, enfin c'est une buse pour un appareillage de test de carte électronique. Il faut vous resituer un peu l'environnement du site de Tarbes. En fait, on fabrique les convertisseurs de puissance pour la traction ferroviaire. Donc l'environnement qu'il faut prendre en compte, c'est un environnement haute température, haute tension, et aussi mécaniquement, en fait, on a besoin aussi de parts qui supportent certains degrés de choc et vibration. Donc ici, pour illustrer, c'est une buse qui sert à tester les cartes électroniques, qui se trouve en bout d'un appareillage qui souffle de l'air, piloté à plusieurs températures. Alors cette buse a été imprimée ici, vous la voyez à gauche, amorphe, sortie de l'imprimante F420. On la passe ensuite dans le four en fait pour la cristalliser, pour qu'elle atteigne les propriétés requises aussi bien mécaniques que thermiques. Et pour cela, elle est placée dans un bac contenant du sable. Et en fait, ce sable, c'est pour minimiser le restreint que la pièce verra lorsqu'elle va être cristallisée, car les coefficients de dilatation ici sont énormes. Et si nous ne retenons pas les pièces lors de la cuisson, eh ben comment dire, le respect du dimensionnel est complètement impossible. D'où comment dire, ce petit truc qui fait que ça marche. Voilà, ben, on noie la pièce en fait pour diminuer le restreint dans un bac de sable. Et après cuisson, vous le retrouvez sur la partie de droite, prête à l'emploi. Et aujourd'hui, elle est dimensionnellement parfaite et surtout la tenue en température, puisqu'elle voit des cyclages thermiques de moins 50 à plus 300 correctement. Donc vous voyez donc cette machine permet vraiment de fabriquer des pièces qui tiennent en fait des performances assez exigeantes. Et comme on disait tout à l'heure, les caractéristiques aussi bien électriques, diélectriques que thermiques sont validées, assurées sur cette machine. Ce qui nous permet en fait de dire pourquoi ces validations sont nécessaires, dans le sens où on n'arrive pas à prendre la slide suivante. Voilà. Tout ça pour dire que les pièces qui sont fabriquées ici donc, doivent être garanties. Et ça, c'est un grand défi par rapport à tout ce qui est technologie additive, qui est une technologie qui arrive dans le monde industriel. C'est-à-dire, on n'a pas le passé des matériaux classiques. Et d'autant plus que la technologie apporte en fait une propriété à la pièce que l'on fabrique. Alors, afin de pouvoir garantir cela, nous imprimons aussi beaucoup d'éprouvettes qui permettent en fait d'une part de valider la machine, mais aussi de réaliser le bon couplage entre la machine, le matériau et la conception. Donc là, en cas d'illustration, vous avez ici on a imprimé des éprouvettes en pic et en pec, suivant différentes directions d'impression. Parce que vous voyez que cette technologie amène de l'anisotropie dans les pièces. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est de pouvoir en fait caractériser toutes ces propriétés aussi bien en orientation qu'en remplissage, qui nous permettra en fait ensuite d'aller alimenter des modèles de dimensionnement, c'est-à-dire des modèles de calcul qui servent à la simulation et à la conception des pièces en amont. Donc, à travers ces petites, on va dire, ces impressions et ces caractérisations, nous garantissons en fait la vie et la durée de vie et les propriétés des pièces que nous réalisons. Donc nous passons en fait du stade de prototype, de bricolage comme on dit toujours, au stade industriel de la chose, c'est-à-dire qu'on livre une pièce garantie. Alors pour continuer dans le même thème, vous voyez donc cette pièce, on y revient, elle est réalisée en tolus. C'est une pièce en fait que Damien a présentée tout à l'heure, qui est en fait une protection pour un groupe motoventilateur dans le TGV, le TGV 2020, le nouveau TGV. Là, on voit l'illustration même d'une pièce qui est dédiée et fabriquée pour la fabrication additive.
car nous avons ici ce qu'on appelle une fusion de fonctions. Normalement, on aurait fait 3 pièces différentes et c'est là, on les a fusionnées en une seule. Vous avez la fonction de protection électrique qui est ce bombé que vous voyez. Ça permet à l'opérateur d'être protégé du 400 volts qui est quelque part autour de cette pièce. Vous avez directement des petites cages d'écrou que vous voyez imprimées. Là, ce sont des cages qui permettent en fait de pré-monter des écrous à l'intérieur pour tenir le connecteur. Et vous avez sur la droite en fait une autre vue, la place où on va aller fixer le connecteur. Cette pièce, vous voyez, elle est remplie à 100% parce qu'en fait l'environnement électrique nous demande en fait d'avoir un minimum de porosité dans la pièce. Vous avez aussi le matériau Tolus qui, elle, illustre complètement en fait la nouvelle façon de travailler qui consiste en fait à considérer le matériau comme on va dire, le dernier élément de la conception. C'est-à-dire c'est la spécification descendante qui va nous dire tel matériau est nécessaire. Et là, on a besoin de la collaboration du triptyque fabricant de matériaux, fabricant de machines, installateur de machines, partenaire Néofab et l'application. Donc, ça reconfigure complètement en fait la relation industrielle autour de ce que c'est qu'une pièce, une fonction fabriquée de manière additive. Et enfin, au final, je vais vous parler d'une success story. C'était un grand succès dans le sens où ces guides câbles que Bastien dois avoir en main, c'est pour la petite histoire. En fait, ce sont des guides câbles qui sont destinés au TGV, mais aussi sur des trains qui sont le premier TGV qui est en Amérique. Et il s'avère que la chaîne américaine a été bloquée par un manquant de cette pièce-là. Et là, on a appliqué en fait ce que préfigurera bientôt l'industrie du futur, 4.0, c'est-à-dire la digitalisation complète de la pièce depuis la conception jusqu'à son impression sur le site directement là où on a besoin. Donc cette pièce a été imaginée et conçue à Tarbes, validée et en centrale par l'équipe d'Aurélien par rapport à tout ce qui est qualité, fournisseur, imprimée sur les machines Néofab, aussi bien en France qu'aux États-Unis, Kimia possédant aussi une antenne aux États-Unis. Donc notre collaborateur qui avait besoin de la pièce qui était aux États-Unis a directement reçu la pièce et monté sur sa chaîne sur le train. Vous voyez, donc on a complètement une chaîne numérique qui digitalise de bout en bout et on a imprimé là où on a besoin. Ça veut dire donc qu'on fait une action globale pour un résultat local. Donc on peut se transporter en fait virtuellement sur tous les ateliers grâce à cette technologie et surtout grâce aux machines qui permettent d'imprimer des matériaux techniques tels que la 3D Gens F420. Donc ce gros succès, en plus, vous voyez, c'est le Tolus qui est encore là. C'est cette collaboration qui a permis de spécifier un matériau pour une machine. Donc ça, c'est aussi un grand changement qu'on va être amené à considérer dorénavant lorsqu'on parle de technologie additive. Voilà, je pense que je vais passer la main au suivant. On verra tout à l'heure si vous avez d'autres questions. Je laisse l'orateur suivant Merci pour Pierre. prendre la place. Merci beaucoup Pierre. Donc effectivement, on va passer du coup sur le temps de questions-réponses. Donc merci aux intervenants pour ces explications et pour ces exemples. Donc je vois qu'on a déjà pas mal de questions, en tout cas qui ont été posées dans le chat. Donc n'hésitez pas, on a du temps justement pour pouvoir en prendre plusieurs. Donc n'hésitez pas toujours à réagir. Je vais rebondir du coup sur le tout dernier exemple dont parlait Pierre au sujet du tholus, puisque j'ai une question en particulier sur cette matière. En fait, pour savoir exactement d'où elle vient et s'il est possible de se la procurer. Et c'est vrai que Pierre expliquait tout à l'heure que c'était un développement spécifique. Donc Pierre, si tu veux repréciser. Je pense que celui qui a même de répondre, c'est Aurélien. Est-ce que tu es là? Parce que c'est une histoire en fait qui date d'une période où les matériaux, Je suis là. on vous a rappelé. Oui. Si tu me reprends, si j'omets quelques détails, c'est du temps où
on a spécifié le tolus, en fait, les matériaux qui permettaient d'atteindre les exigences ferroviaires, c'est-à-dire température, tension et mécanique, n'existaient pas. Fumée surtout, ouais. Tu vois, quand ils existaient, ils étaient très chers. Donc Aurélien et son équipe ont spécifié ce matériau. Et Aurélien, je pense que tu peux dire quelques mots sur le travail amont qui a été fait pour réaliser et pour arriver au tolus, les collaborations qui étaient autour. Effectivement, donc c'est un polycarbonate qui est donc maintenant, on va dire, il y a plus de secret, hein, mais de toute façon, c'est on va dire, quand on a fait ça, c'était 2017, il n'y avait aucun matériau sur le marché de l'impression 3D qui répondait à nos normes feu fumé. Mais surtout, ce qui m'a intéressé dans ce grade, dans ce polycarbonate, c'était que en fait, c'est exactement le même grade que l'on injecte pour faire des pièces depuis plusieurs années chez Alstom. Donc en fait, j'ai juste pris ce qui existait en granulé, on l'a mis en fil. Et par contre, là où on s'est amusé, c'est pour trouver les bons paramètres de température, de vitesse, qui reste une chose pas évidente, on va dire. Et aujourd'hui, on va dire que ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de chimistes et de formulateurs sortent des matériaux qui sont au moins équivalents. Mais il y a 3 ans, on avait déjà une solution, on va dire. Donc c'était juste un pari sur répondre à un besoin pour quelques applications et surtout avoir un matériau qu'on utilise aussi en injection, c'est-à-dire sortir rapidement une pièce en impression 3D. Et si après on doit faire des milliers de pièces, on sait que c'est exactement la même matière qu'on aura déjà utilisée pour faire la première pièce. Et pour se procurer de cette matière, le formulateur, c'est Armor. Armor, ouais, c'est tout à fait, c'est Armor Kimia en Bretagne. Exactement. Et le grade, c'est Sabic. Donc Sabic, on va dire que voilà, vous avez une partie de l'équation en tout cas qui nous permet d'avoir ce matériau-là. Et Tolus, c'était le nom de code. Et juste pour le clin d'œil, je peux vous dire que Tolus, signification pour le nom de code, en tout cas qu'on a eu à ce projet de R&D, Tolus veut dire en latin la clé de voûte. Donc ça reprend aussi ce qu'on disait en introduction, c'est que la maîtrise du matériau, c'est vraiment la clé de voûte de l'impression 3D. Je pense qu'on l'aura assez dit. Alors sur la F420, on peut imprimer d'autres polycarbonates aussi, mais qui ne sont pas forcément feu fumé. Bastien, je pense que tu peux en dire un peu plus. Effectivement, là, on a eu, donc comme le disait Aurélien et l'équipe de Tarbes, ils avaient, on va dire, énormément d'avance sur les matériaux feu fumé. Alors, donc, ils ont le Tolus, comme je vous l'ai montré ici. Donc, c'est un matériau qui a été développé pour Alstom. Et maintenant, nous, on a des autres matériaux qui répondent à la norme feu fumé, donc notamment la norme UL 94V0, donc représentée par l'ULTEM là, en présentation. Donc, c'est le grade UL 94, c'est tout ce qui va être toxicité, fumée, résistance aux flammes. Voilà, ça va être. Donc on a des matériaux qui peuvent être achetés si vous possédez une F420 ou une autre 3D Gens pour pouvoir imprimer des normes feu fumé, notamment comme le montre Pierre, une pièce en ULTEM un peu plus grande que la mienne. Voilà, imprimée, qui montre un petit peu aussi la taille de la machine que possède Alstom. Ok. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense qu'on a répondu largement sur ce point-là. Donc, j'ai d'autres questions aussi. Alors, des questions par rapport au pic. Quelles tolérances peuvent être tenues avec du pic entre voilà, avant et après le passage au four? Alors, c'est une très très bonne question. Effectivement, le matériel, donc 3D Gens a choisi de pouvoir imprimer la pièce donc, telle qu'elle, donc, comme on le voit ici, de cet aspect. Et ensuite, on vient le passer dans la cuisson. Donc ça, c'est le process d'impression du pic chez 3D Gens. Il y a d'autres fabricants qui l'impriment directement comme ça. 3D Gens, eux, ils ont fait le choix donc du coup de l'imprimer comme ça pour pouvoir avoir une température donc un peu moindre. Donc on a une température d'extrusion à peu près de 430 degrés, un plateau et une chambre à 110 degrés. Et ensuite, donc l'impression se passe, puis on passe dans le four de cuisson. Au niveau des tenues dimensionnelles, par expérience, je constate une tolérance dimensionnelle de l'ordre du 10e à partir du moment où on remplit, on va dire, entre près à 65% de remplissage. Donc ça, c'est une donnée, on va dire, basique.
Ensuite, il va y avoir d'autres paramètres qui vont rentrer en compte. C'est si vous faites des parois plutôt fines et que le sable n'est pas assez bien mis à l'intérieur, on va avoir des distorsions de géométrie qu'il faut miser sur les épaisseurs de parois de façon à pouvoir avoir une tenue dimensionnelle le plus propre possible. Après, donc au niveau des tenues dimensionnelles, on dit que l'additive manufacturing aide le subtractive manufacturing. Il n'est pas interdit de faire une reprise dimensionnelle, reprendre en usinage le pic que vous avez imprimé avec la 3D Gen si vous avez une paroi qui n'est pas possible d'être, on va dire, surépaissie. Après, j'ai pas eu beaucoup de distorsions dimensionnelles. Là, on a l'exemple, comme je vous disais. Donc là, on a une épaisseur de paroi qui est très, très, très fine. Donc pour le pic aéro, que j'ai déjà cuit et j'ai pas eu de dimensionnement, de perte de dimension au niveau de la pièce finale. Voilà. Est-ce que je peux dire au niveau du pic? Après, voilà, tout va être dans la clé en fait de l'optimisation de vos pièces. Donc là, je reprends un exemple que tout le monde connaît, que ce soit sur le pic ou l'autre. Donc l'optimisation des supports, donc le rond et la forme goutte d'eau, de façon à avoir zéro support, donc toute la paroi de côté. Voilà, vous pouvez voir le respect de qualité de la pièce malgré les températures et la tenue dimensionnelle de la pièce. Avec le fameux radeau ESM10 qui peut bien sûr être enlevé à la main. Et puis, si je peux me permettre de compléter aussi, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait caractérisé dans tous les sens les matériaux qu'on imprimait, aussi bien en traction qu'en température. En fait, il y a aussi un grand jeu qui est en amont, c'est lors de la conception, il est nécessaire aussi, et beaucoup d'outils maintenant permettent de le faire, de simuler sa fabrication pour pouvoir faire la compensation géométrique en fait de la pièce à imprimer. En fait, si je vais résumer par une photo, résumer par une caricature, ça serait il faut dessiner faux pour qu'une fois que la pièce soit imprimée, en tenant compte des retraits, elle devienne juste. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire on compense en fait une déformation dans une direction et ça permet aussi quand on n'a pas bien tassé le sable, de prévoir déjà en fait en amont, dès la conception, toutes ces problématiques de retrait et de tolérance. On le disait tout à l'heure avec Damien. Donc là, il y a un autre type de polycarbonate, c'est un PCCF de chez 3D Gens. Donc tout le monde sait que le polycarbonate, c'est un matériau qui est plutôt compliqué à imprimer, étant donné qu'il a tendance à avoir le phénomène de warping. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on a un plateau, donc la pièce vient être imprimée. Et généralement, on a la pièce avec le polycarbonate, qui est un matériau qui a tendance à se rétracter comme ça. Donc avec l'ajout du polycarbonate carbon fiber sur cette pièce-là, on peut avoir une pièce qui se tient très bien. Donc sur cette longueur-là, vous voyez par rapport à mon bras, donc on a zéro warping sur cette pièce-là. Et l'optimisation topologique illustrée, comme le disait Pierre précédemment. Merci Pierre et merci Bastien parce que vous avez répondu à une autre question sans le savoir. Donc la question c'était quelles sont les règles de design spécifiques justement pour voilà, anticiper cette opération de cuisson avec sable. Donc je pense que vous avez répondu à cette question aussi, notamment sur la notion des parois, etc. Donc n'hésitez pas après si vous avez des compléments. Ce qu'il y a aussi, surtout, c'est les règles de design pour compléter aussi. C'est au sein d'Alstom, en fait, on a ce qu'on appelle l'entité Alstom University, où M. Aurélien Fussiel a développé en fait tout un multiniveau d'apprentissage, entre autres la conception pour l'additif. Et cette formation, elle est disponible en interne chez nous. Mais quand on veut passer aussi au niveau supérieur, beaucoup d'organismes, et entre autres Néofab aussi, je pense, forment aussi dans ces directions-là pour pouvoir apprendre à concevoir pour l'additif. Donc, ça permet d'économiser beaucoup de temps, parce que de temps et de matériel aussi, parce que nous, notre expérience, ça fait que dans nos débuts, on a beaucoup cassé de machines parce qu'on négligeait la formation. Et un point que je veux relever ici, c'est la formation, aussi bien des managers que de l'opérationnel, c'est un point clé du succès de cette approche de technologie additive. Voilà.
Parfait, c'est vrai que c'est un point important. Alors, est-ce que vous avez un retour d'expérience sur des pièces imprimées en 3D en PIC ou en ULTEM, mais qui résistent à une température cryogénique? Question un peu spécifique, hein. Bon. Je vais essayer de répondre. Cryogénique, non. Mais par contre, je sais que nous sommes le centre d'excellence aussi de l'attraction hydrogène. Et c'est un sujet qu'on s'est amené à considérer. Et tout retour d'expérience, nous aussi, on est prêt à prendre. Alors, Ok. au niveau de la cryogénie, je rejoins Pierre, hein, on est vraiment très très bas en température. J'ai pas eu de cas aujourd'hui et les technical datasheets du matériau le justifient sur des tenues à la cryogénie. Alors, une question toujours sur des applications, donc sur des pièces finales. Je pense que Damien et Pierre en ont parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous avez lancé vraiment des pièces finales avec fonction électrique ou d'isolation? Ben, c'est le cas du guide câble. Parce que là aussi, il y a tout ce qui est histoire de résistance au cheminement et la tenue en tension diélectrique. Et c'est un souci qu'on vérifie. On est en train d'explorer et même on est en train de spécifier des matériaux pour cette fonction-là, parce que comme je vous rappelais tout à l'heure, c'était que le site de Tarbes est le site de la conversion de l'énergie. Donc c'est des tenues en tension. Vous imaginez tout ce qui se trouve entre la caténaire et le moteur. Toutes les parts doivent convenir à cet environnement-là. Vous allez voir quelque chose avec du 25 kV, avec des températures de fonctionnement qui frôlent les 90-100 degrés, si c'est pas plus. Les connectiques électriques, si elles sont mal vissées, mal serrées, qui peuvent monter à la température de fusion du cuivre. Donc, tous ces domaines-là sont actuellement en cours de validation chez nous. Et ceux qu'on a montés ont été complètement validés et certifiés. Donc, je pense que ça peut répondre à la question. Et nous avons aussi en exploration, mais c'est hors sujet aujourd'hui, c'est tout ce qui est, on parlait d'haute tension, mais tout ce qui est céramique aussi, on regarde. D'accord. Donc justement, oui, vers quelle application en fait vous vous tournez peut-être pour le futur? Pourquoi pas donc la céramique également? Oui, surtout pour tout ce qui est appareillage, tout ce qui est en disjoncteur en toiture, tout ce qui met en sécurité le train par rapport à la haute tension en fait. Tout ce qui doit tenir des hautes tensions, on explore tous les matériaux et on a l'habitude de dire toujours un matériau, mais nous c'est plutôt une combinaison de matériaux peut-être. Et c'est ça aussi l'approche qu'il faut mettre en tête, c'est la fonction qui spécifie la matière à utiliser ou la combinaison de matières à utiliser. On ne va pas dire c'est qu'en acier ou en cuivre, non, ça peut être cuivre-acier, certaines localisations. Et là, par exemple, nous, c'est peut-être une compatibilité entre deux thèmes et autre chose que la machine multibus pourrait nous dessiner, quoi. Voilà, c'est-à-dire emporter la fonction et l'imprimer directement dans l'appart. Voilà la vision qu'on a au sujet de ces approches additives. Pour Ok. compléter Pierre, on a plusieurs matériaux qui répondent à la norme ESD. On a du polycarbonate, on a de l'ABS, on a plusieurs matériaux qui répondent à la norme ESD. Il y a des applications parmi les participants. Je crois qu'aussi, Damien, au niveau de l'ESD, dans la production, il y a beaucoup de choses électroniques, oui. Tout à fait. On a un atelier qui est soumis aux protections contre les ESD. Donc, les outillages notamment sont réalisés en ABS ESD qu'on peut faire sur la F420. Oui, comme disait Bastien, il y a différentes applications réalisables avec des matériaux ESD. J'ai une question justement sur les applications un petit peu futures. À quel horizon pensez-vous avoir des pièces structurelles? Et
sans rien dévoiler, je pense que même nos clients sont déjà un peu en avance sur nous par rapport à ça, mais l'horizon, il est le nouveau TGV. Voilà. Et par contre, si vous étiez à 3D Print à Paris cette année, il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, la SNCF vous a présenté un axe qui supporte fait l'interface entre le bogie et la caisse du train, qui est en technologie additive, qui est pas un procédé FDM bien sûr, mais c'est du technologie WAM. Et donc les pièces en technologie additive, elle est pour nous vis-à-vis de notre avancée, elle est pratiquement poussée par le client. Voilà. Donc l'horizon, il est là, on l'a atteint, On est déjà dedans. on y va. Ok, très bien. Merci, Monsieur Nicolo, Euh, pour cette question. Tout à fait. En termes de résistance mécanique des pièces, quelle serait la résistance, par exemple, à la pression d'une vis de serrage? Est-ce que la personne a spécifié le matériau? Quelle classe, quelle dimension? C'est Euh, très, très. Non, Déjà, c'est une ça question dé- très, très. Alors, la pièce ferroviaire qu'a présenté Pierre tout à l'heure en Tolus est serrée au couple sur le train. Alors, c'est pas celle-là, c'était l'autre, Bastien, mais ouais, sur la coque de protection pour protéger l'opérateur de l'électrisation. On est sur un couple, alors Pierre, si je me rappelle bien, c'est 9, voilà, celle-là. On est sur Oui. 9 newtons sur les fixations sur Et puis, sur la pièce. et puis, ce qui se passe aussi, c'est que pour les soucis de serrage, entre autres, quand on considère le polymère, on a des règles très précises c'est-à-dire tout ce qui est interface, rondelle, etc. Mais il y a la possibilité, c'est souvent ce que l'on fait, c'est d'ajouter un insert que on intègre dans la pièce et le serrage se fait comme d'habitude, en fait. Voilà. Ok. Euh, Bastien, peut-être, quand on parle de sable, est-ce qu'il s'agit, pardon, de sable de type fonderie? alors pour le grade du sable, c'est un sable de quartz, simplement. Ok, Dans un bac en inox et voilà, comme dans un four de laboratoire, comme 3D Gens. d'accord. Du coup, à nouveau, une petite question sur les tolérances avec le pic. Quel serait le retrait à prendre en compte entre la CAO et la pièce finie pour le pic? Alors, si j'avais la solution, j'adorerais vous la donner. Mm. Le problème, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ça réside en fait sur le facteur entre l'épaisseur de paroi, le temps d'impression, le temps de temps que va rester en fait la pièce pendant le process de cuisson, pendant le process d'impression, pardon. Donc si on a une pièce très fine comme ça, ou alors si on va avoir une pièce qui est plus grosse comme ça, ou alors une pièce très fine, mais qui va être imprimée longtemps, voilà, lors d'un sortie d'impression, la pièce, elle sort presque même j'ai pas constaté plus du dixième de tolérance, mais par contre, à la cuisson, oui, on a quelques décalages et de l'ordre du dixième. Alors après, vous donnez la clé de l'optimisation, de mettre, voilà, faut mettre 3 dixièmes ici, 3 dixièmes là-bas. Honnêtement, il faut faire attention à tout ce qui va être épaisseur de paroi et tout ce qui va être angle de porte-à-faux et bien veiller au remplissage de la pièce parce que généralement le pic comme on souhaitait avant l'avoir, il était injecté, donc il était forcément rempli à 100%. Et aujourd'hui, le pic, c'est un autre matériau qui du coup est extrudé et qui du coup nécessite quand même plusieurs paramètres à prendre en compte pour pouvoir avoir la pièce qu'on demande à la fin. Parce qu'on peut imprimer du pic, mais le but c'est quand même d'avoir une tolérance dimensionnelle Mm. suivant le plan, quoi. Et puis Est-ce- souvent, ça complète ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on aborde les pièces techniques, il faut les simuler avant. Et là, on a des réponses vraiment associées aux règles que tu viens d'énoncer, Bastien, où on a vraiment, parce que plus la pièce sera élancée, et plus on aura ces phénomènes-là, en fait. Donc, la simulation aide beaucoup à répondre à ce genre de questions.
Alors dans l'idée, on pourrait se dire, je remplis toujours à 95%, je mets plusieurs murs et oui, alors oui, ça fonctionne. Oui, je pourrais vous dire oui, mais le souci, c'est le but, c'est pas d'avoir une pièce qui coûte 700 € alors Voilà. qu'on peut la faire à 300. Voilà, c'est le jeu en fait d'arriver à descendre au mieux. D'où le paramétrage avec les modules interchangeables de la 3D Gens, faire le prototype en PLA ou en ABS et le faire après en Ultem ou en PIC ou PIC carbone ou tous les matériaux. Je fais une petite parenthèse aussi sur les matériaux, je l'ai un peu dit tout à l'heure. La 3D Gens qu'avait Alstom en octobre 2020, et alors c'est toujours la même, mais elle a eu des optimisations, on va dire, en termes de mise à jour pour les logiciels, pour tous les matériaux. C'est une machine qui a tendance à évoluer, c'est-à-dire que si vous l'achetez aujourd'hui, par exemple en novembre 2021, elle ne sera pas obsolète la semaine prochaine ni le mois prochain. C'est des machines qui ont tendance à évoluer et qui évoluent selon les besoins des clients, comme le cas d'Alstom. Et on voit qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir des matériaux qui répondent à de plus en plus de normes, notamment le pic aéro, les matériaux de température, les feux fumés, la cryogénisation, par exemple, comme tout à l'heure. C'est des matériaux qui peuvent être entrés et qui peuvent être travaillés soit avec Kimia, Sabic et tous les autres chimistes qu'on a autour du globe. Ok. Du coup, tu me fais une transition toute trouvée avec ma prochaine question. Quelle est la différence justement entre la F420 et la F421? Ah, bonne question. Mm. Alors, 3D Gens a incorporé donc une nouvelle machine, donc la F421. Donc, c'est en termes d'architecture et en termes de capacité d'impression, elle est identique à la F420. En termes de changement, ça va surtout être à l'intérieur du côté technique, donc tout ce qui va être vis sans fin, courroie, galet, moteur, optimisation de tout ce qui va être roue dentée. C'est une fiabilisation de la machine, c'est pour ça qu'elle s'appelle la F421 et non pas une nouvelle machine. Comme par exemple, je vais vous permettre d'introduire la nouvelle machine de chez 3D Gens, la F350, qui vient en remplacement de la F340, qui elle du coup est une nouvelle machine qui reprend pas la même architecture et c'est la petite sœur de la F421. Voilà. En termes d'extérieur, sinon la F421, ça va être un écran beaucoup plus grand, un bouton d'arrêt d'urgence en frontal et des sécurités apportées qui ont été modifiées chez Apple. Justement, à l'importance du changement de module. Est-ce que la tête 500 permet de faire du PLA? Alors, oui, elle est capable de faire du PLA puisque forcément, on a une température beaucoup plus importante, mais chaque module a été étudié de façon à travailler dans une plage donnée. C'est pour ça qu'on a des modules interchangeables, sinon aucun intérêt d'avoir un module M500 qui ferait le tout. Le but, en fait, surtout, c'est de fiabiliser la chose, c'est-à-dire que si vous faites du pic avec votre module M500 et qu'après vous passez sur du PLA, le pic il s'extrude quasiment 2 fois plus haut en termes de température que le PLA. Donc, ce qui va occasionner des bouchages de buse et passer le moins de matériaux à travers une buse, c'est quand même fiabiliser la chose et avoir un état de surface qui serait joli. Il n'y a pas de traces à la pièce, à la fin d'impression. Alors, de retour sur le pic, sur le temps de cuisson, je ne me souviens pas si tu avais donné des exemples sur le temps de cuisson en fonction de la dimension des pièces. On a une plage du coup de température qui va monter pendant 2 heures progressivement jusqu'à 200 degrés. Ensuite, on a une stabilisation de 3 heures à 200 degrés et 7 heures de descente jusqu'à température ambiante, on dit 0 degré, mais jusqu'à 20 degrés, quoi, grossièrement. Qui du coup permet d'avoir la pièce parce que ça. Ok, et ce temps, donc, quel que soit le nombre de pièces, en fait, le niveau de remplissage C'est ça, du volume. parce que la rampe de montée en température va préchauffer la chambre et le sable où se trouve la pièce à l'intérieur. Puis pendant 3 heures, on va avoir la stabilisation et donc la cuisson, puis la descente en température. Je rebondis au niveau de la question sur le PLA et le module M500. Le slicer de 3D Gens, c'est un slicer dédié, donc qui est profilé. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le slicer, vous pouvez choisir votre module d'impression et il vous sera affecté les matériaux, on va dire, compatibles avec ce module, donc avec support soluble ou non, support dédié ou non. Et donc avec le module M280,
Par exemple, on peut faire ABS, ESM10, ABS, HIPSX, donc c'est un matériau soluble qui est un petit peu moins cher, ou alors faire du ABS, ABS en support dédié. On peut faire un ABS rouge et un ABS bleu en support, comme la plupart des machines aujourd'hui. Et le module M500, lui, en PIC, ou PIC Aéro, ou PIC CF, avec le support ESM10 qui sera dissous dans le bac de dissolution. Ok. Et pour rappel, il faut à peu près combien de temps pour changer de module? Alors, Damien étant donné que maintenant Damien et Pierre sont des experts, en moins de 20 minutes, on a changé un module. Mais pour quelqu'un qui commence, en comprenant la calibration, le changement des matériaux, le déchargement, le chargement, tout est automatisé, sauf la mise en place du module qui vient se brancher via cette prise. Puis, à travers, on vient visser le module intérieur. Elle vient se calibrer automatiquement, c'est-à-dire que la seule calibration du module, ça va être le Z de façon à savoir où se trouve le plateau, puis un XY pour savoir où se trouve l'une et l'autre, et l'impression peut être lancée. Donc il faut à peu près, je pense que Damien peut le dire, mais je pense que maintenant, Oui, en 20 minutes, c'est très rapide. Un quart d'heure, 20 minutes, je pense que c'est, on va dire 20 minutes, c'est réalisable. C'est très rapide en fait. Le plus long, c'est la calibration derrière, après avoir changé le module. Ok. Deux questions du coup, à mon avis, ça va être les dernières. Sur les buses, donc quels sont les diamètres de buse des modules et quelle serait la durée de vie envisageable pour une buse? Alors, les buses, en fait, sur les modules 3D Gens, c'est-à-dire que c'est pas une buse conventionnelle comme on viendrait le dévisser en frontal. C'est-à-dire qu'il y a un corps chauffant complet à l'intérieur du module et on appelle ça un TIPS, c'est-à-dire que le matériau est chauffé à travers un tout petit conduit. C'est-à-dire que lorsqu'on vient changer ce TIPS de l'ordre de 300 à 400 heures d'impression, on vient le défaire complet, le TIPS, et du coup, on n'a pas de contact, en fait, le matériau n'est jamais en contact avec le haut-end du corps chauffant, en fait, à l'intérieur. Et on est oui, autour de 400 heures à peu près de changement de TIPS. Alors après, c'est un mode opératoire qui est complètement automatisé chez 3D Gens, puisqu'on a un suivi de maintenance en temps réel, que ce soit sur le changement des TIPS, la calibration plateau, le XY, s'il y a une réflexion module à faire au niveau du haut-end, s'il y a une mise à jour firmware, tout est automatisé et la machine vous le dit. Elle se met en orange quand il y a quelque chose à faire, quand il y a un problème, ou alors rouge quand il y a un défaut. Et pour le cas des TIPS, on a un mode maintenance, le module vient face à nous, il vient charger le TIPS, il vient activer le haut-end lequel on a besoin de changer. Il y a des outils lors de la livraison de la machine qui sont prévus pour changer ça, donc les gants, les petites pinces, les TIPS, etc. Et qui permet du coup de changer ce TIPS-là et de repartir en impression. Par exemple, en cas d'un PLA, on a un souci d'impression lors d'un bouchage de buse, on peut cliquer le mode maintenance, ouvrir la porte, changer le TIPS et repartir sur son impression. Donc pour le cas de l'ultème ou les matériaux nécessitant une chambre, c'est bien évidemment pas possible, mais voilà. Voilà pour le changement de buse. Ok, très bien. Je pense que c'est à peu près tout au niveau des questions. Ouais, du coup, j'ai une question sur la maîtrise de l'anisotropie. Donc, j'ai aussi une question. Avez-vous une corrélation entre les éprouvettes et les pièces réelles? En termes de code de calcul pour FEM, Oui. en termes de normes, en fait. Non, les codes de calcul, c'est vraiment les outils de simulation qui sont utilisés. Tous ceux qui sont sur le marché ils fonctionnent, mais c'est surtout la caractérisation qui est nécessaire de faire entre ce qui a été testé, c'est-à-dire ce qui a été testé avec les caractérisations mécaniques ou dans les diverses directions et sortir les modules Young de cisaillement, bref, en fonction des remplissages. Et c'est à partir de là qu'on corrèle des propriétés qu'on utilise pour les codes de calcul. Il faut, entre autres, du fait que c'est des polymères, utiliser pas mal aussi comme je disais tout à l'heure, vouloir simuler la fabrication. C'est-à-dire, c'est souvent des codes de calcul qui tiennent compte de toutes les non-linéarités, matériaux surtout. Parce que, les polymères, on sait, hein, c'est pas
rigidité linéaire, en fonction de la température, elle ramollit. Donc, les codes de calcul doivent permettre de spécifier ce genre de matériaux. Mais après, moi, je citerai pas de marque, mais ça court pas les rues. Il y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire, mais ceux qui calculent le sauront. Voilà, et surtout, une nouvelle chose aussi qui arrive sur le terrain, c'est que l'additif, en fait, permet des géométries qui sont assez complexes. Et des réflexions qu'on se fait parfois, c'est est-ce que les codes de calcul FEM ou éléments finis, comme on dit, est-ce qu'ils sont encore la panacée pour ça, quoi? Parce que, voilà, c'est des sujets de recherche à long terme. Non, mais aujourd'hui, c'est des méthodes d'homogénéisation, de matériaux, de propriétés, faire des métamatériaux, c'est un peu ça en fait, qui sert à faire un peu le pansement pour pouvoir utiliser les codes classiques. Mais je pense, dans un prochain avenir, d'autres formes de codes vont apparaître. Entre autres, pour tout ce qui est fabrication filamentaire ou bien par agrégation de poudre, projection de poudre, bref. C'est tout un monde qui est en train d'arriver et faut rester en veille. Exactement. Voilà. Donc, une dernière question sur question un peu budgétaire par rapport au matériel, imprimante, four, bac de dissolution. Quel est en fait le budget pour initier l'impression et toute la démarche jusqu'à la pièce finie? Qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut Alors, s'attendre? ça va introduire à ma conclusion. Alors, je vais pas vous donner de prix via ce webinaire-là. Sachez qu'on est sur une fenêtre de moins de 100 000 euros. Voilà. Après, si vous avez vraiment des questions, je vais vous mettre un lien sur le chat au niveau du chat, oui, pour nous envoyer un questionnaire et pouvoir échanger en fait avec nos experts et mes collègues commerciaux, parce que pour le rappel, moi je suis pas trop de la partie commerciale, je suis plus la partie technique. J'ai une connaissance des budgets bien évidemment, mais voilà, ça va dépendre surtout du nombre de modules, un bac ou deux bacs, ça va dépendre du plateau d'Ultem, du plateau en verre, ça va dépendre de l'UPS, parce qu'on n'a pas parlé, elle a des options aussi d'onduleurs. On va avoir aussi le système de filtration. On va avoir, voilà, il y a plein d'options qui peuvent être prises avec la machine. Elle peut être prise toute seule avec un module. On n'a pas forcément, pour des clients qui n'ont pas besoin des polymères haute température, on peut prendre que la machine et le module M280. Donc là, on est bien moins cher. Et après, voilà, ça va dépendre surtout de votre choix, parce que pour rappel, encore une fois, la machine est polyvalente, donc on peut faire beaucoup de choses et voilà, ça dépend surtout de votre projet et le but, c'est d'échanger ensemble. Donc voilà, je vous ai mis un lien. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre contact avec nous et pouvoir échanger sur vos cas d'application. Exactement. Donc, on va terminer du coup sur ce point. Donc, je tiens à remercier en tout cas nos 4 intervenants de ce webinaire. Et puis à tous ceux qui ont posé des questions, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette session. Donc on a un petit peu débordé sur le créneau, mais en tout cas, je pense que voilà, vous avez vraiment réagi, vous avez posé beaucoup de questions, donc j'espère que ça a répondu à plusieurs d'entre elles. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On vous partage en fait, juste quand vous quittez le webinaire, une petite enquête, donc en quelques questions. Vous pouvez répondre directement, nous partager votre avis et en même temps en profiter pour nous préciser un point sur lequel vous aimeriez être recontacté ou vous aimeriez des précisions tout simplement. Donc n'hésitez pas. Pour rappel, il sera disponible en replay aussi. Donc on va vous envoyer le lien, mais si vous voulez revenir vers nous en parallèle, voilà, on est tout à fait disponible. Donc comme Bastien l'expliquait, donc il y a le contact de NeoFab dans le chat. Donc vous pouvez le retrouver dès à présent, mais on vous le repartagera si besoin. Donc merci à tous. Je vous donne rendez-vous aussi pour notre prochain webinaire donc, qui aura lieu en décembre, donc le 13 décembre exactement, sur le webinaire de retour en fait du Formnext. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le site de Polyvia. On fera vraiment un focus sur les innovations qui ont été détectées sur le salon Formnext qui a eu lieu la semaine dernière. Donc voilà. Merci. Au revoir.